Dans cette leçon, nous allons voir les différents organites qui composent les cellules animales et végétales ainsi que leurs fonctions et quelles sont les différences majeures entre la cellule végétale et la cellule animale. La première différence qu'on peut observer ici, si on regarde les deux dessins, donc la cellule représentée le plus haut, c'est une cellule végétale et celle plus bas, c'est donc la cellule animale. La cellule végétale généralement a une forme plus carrée. C'est ce qui nous permet de la reconnaître facilement, tandis que la cellule animale, elle va avoir une forme plus arrondie. Donc, première différence majeure. Au niveau des organites, donc dans le tableau à gauche, vous pouvez voir les organites communs aux deux types de cellules. Nous allons observer chacune de leurs fonctions à l'instant. Commençons par le noyau. Donc on peut observer très bien ici sur les deux images. Et j'ai aussi mis une autre image de ce qu'on pourrait observer au microscope. Donc, on voit dans la cellule que le noyau, généralement, il est situé presque au centre et c'est l'organite, un des organites les plus gros de la cellule. Donc, il est facilement observable au microscope. Aussi, le noyau, c'est un peu comme le cerveau de la cellule. C'est lui qui contient toute l'information importante, soit toute l'information génétique. C'est lui aussi qui contrôle toutes les activités de la cellule. Donc, il est vraiment en charge de tout ça. Autour du noyau, il y a ce qu'on appelle la membrane nucléaire. Donc, nucléaire, c'est l'adjectif pour le mot noyau. Et c'est ce qui entoure le noyau de la cellule. C'est très simple, sa fonction à la membrane nucléaire, c'est tout simplement de contrôler les échanges entre le noyau lui-même et l'intérieur de la cellule. Donc, savoir ce qui rentre, ce qui sort du noyau facilement et comment tout ça est coordonné entre la cellule elle-même et le noyau. Par la suite, juste avant, donc vous voyez ici dans une image qu'on pourrait observer au microscope, donc le noyau est très bien défini, donc presque au centre, et il est très très gros aussi, donc on peut facilement l'observer. Passons maintenant au cytoplasme. Le cytoplasme est un petit peu difficile à bien identifier sur ces images-là. Donc j'ai mis ici une image de ce qui pourrait être vu au microscope, et le cytoplasme, c'est ce qui est là en plus grande quantité, si on veut, dans la cellule. C'est tout simplement une espèce de jello transparent qui permet aux substances qui circulent dans la cellule de pouvoir bien bouger. Et c'est ce qui permet aussi à la cellule d'avoir sa forme en trois dimensions. Comme c'est du jello, ça se tient en trois dimensions. C'est pour les fonctions du cytoplasme. Et la membrane cytoplasmique, ben, c'est ce qui permet au cytoplasme de rester ensemble. Et donc, c'est la membrane qui entoure la cellule. Ce qu'elle fait aussi, cette membrane-là, c'est qu'elle permet de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de la cellule et à l'extérieur. Donc, ce qui entre et sort de la cellule, ça se fait par la membrane cytoplasmique. Donc, on voit ici, on l'observe bien avec l'image de ce qu'on pourrait voir au microscope. Donc, la membrane, elle est tout autour de la cellule et pour la cellule animale et végétale. Il y a une autre partie importante aussi présente dans les deux types de cellules qu'on appelle les vacuoles. Les vacuoles, c'est une autre différence majeure qu'on peut trouver entre la cellule animale et la cellule végétale. Dans la cellule animale, il y en a plusieurs petits vacuoles, tandis qu'il y en a seulement un gros dans la cellule végétale. Donc ça, c'est une différence majeure. Ça sert à quoi un vacuole? Très simple. La cellule, des fois, elle a besoin de stocker soit des nutriments ou des gaz et elle va mettre ça dans les vacuoles. C'est un peu comme des petits entrepôts. Okay? Donc, on voit très bien ici, j'ai mis un exemple pour la cellule végétale, que le vacuole prend quasiment toute la place, qui est très 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 gros, et qu'il y en a seulement un seul, tandis qu'on voit les petits points blancs sur l'image de la cellule animale, et ces petits points blancs-là, représentent des vacuoles. Donc, il y en a beaucoup pour la cellule animale et un seul pour la cellule végétale, mais ils ont quand même les mêmes fonctions. Une autre partie que l'on retrouve autour du noyau,
on l'appelle le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, qu'est-ce qu'il fait? Sa fonction, en fait, est un peu complexe. On va essayer de garder ça simple. Ce qu'il fait, c'est qu'il va produire certaines molécules qui sont essentielles pour la cellule, donc sans quoi elle ne pourrait pas fonctionner. Parmi ces molécules-là, on retrouve des protéines et on retrouve aussi des lipides. Des lipides, c'est le mot scientifique qui veut dire des gras. Okay? Une fois que ces molécules-là sont fabriquées, ce que le réticulum endoplasmique va faire, c'est qu'il va les transférer vers l'appareil de Golgi, qui est un autre organite de la cellule qu'on verra un peu plus tard. Donc, voici ici une image du microscope et on voit que tout autour du noyau, on retrouve le réticulum endoplasmique. Par la suite, il y a les mitochondries. Donc, on voit que ça se ressemble quand même dans la cellule animale et la cellule végétale. Et les mitochondries, ils servent à produire l'énergie de la cellule. Donc, la cellule, c'est un être vivant, on l'a vu, c'est la plus petite unité vivant qui peut exister. Comme c'est quelque chose qui est vivant, ça a besoin d'énergie pour remplir ses fonctions, tout ça. Donc, c'est dans les mitochondries que cette énergie-là va être produite, un peu comme des centrales énergétiques pour la cellule. Donc, on voit ici, donc on ne voit pas la cellule au complet, mais on voit ici de quoi pourrait avoir l'air un mitochondrie si on l'observait au microscope. Donc, c'est une forme qui est assez ovale, avec des petits replis à l'intérieur. Et je parlais un peu plus tôt de l'appareil de Golgi qui est intimement relié avec le réticulum endoplasmique. Sa fonction, c'est très simple. Donc, une fois que le réticulum endoplasmique a produit ses protéines et ses lipides, il va les transférer vers l'appareil de Golgi et lui, il va les stocker. Okay? Donc, on avait dit que les vacuoles servent à stocker certaines substances. Ben, l'appareil de Golgi, lui, il va stocker seulement les substances qui sont produites par le réticulum endoplasmique jusqu'à temps que la cellule en ait besoin. S'il y a besoin de modifier certaines substances qui ont été créées par le réticulum endoplasmique, il peut le faire aussi. Donc voilà, ici on voit de quoi ça pourrait avoir l'air au microscope et ça ressemble un peu à plein de petits sacs qui sont empilés les uns par-dessus les autres, ou des assiettes si on veut. Donc ça, ce sont les organites qui sont communs à la cellule animale et à la cellule végétale. Maintenant, on va voir que la cellule végétale a d'autres organites que la cellule animale n'a pas. Donc, ça fait partie des différences aussi entre les deux. Parmi celles-ci, dans la cellule végétale, on retrouve la paroi cellulosique. Donc, on a vu tantôt que la membrane cytoplasmique, c'est ce qui tenait le cytoplasme en place. Donc, c'était le mur, si on veut, de la cellule, puis ça contrôlait les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. La paroi cellulosique, pourquoi on l'appelle comme ça? C'est qu'elle est faite de cellulose. Et la cellulose, c'est essentiel pour les plantes parce qu'on sait, nous, par exemple, un animal, ben, il va avoir des os, des muscles pour pouvoir se tenir, mais les plantes en ont pas. Elles ont, par exemple, ce qu'on appelle la cellulose, qui est une substance assez dure qui va leur permettre de se tenir ensemble. Mais la paroi cellulosique, c'est une paroi qui est faite de cellulose puis qui donne un soutien supplémentaire à la cellule. Donc, elle ne contrôle pas les échanges, rien. Les substances passent facilement au travers de cette paroi-là. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne seulement un soutien supplémentaire pour la cellule végétale. La cellule animale n'en a pas besoin. Puis l'autre organite que la cellule végétale a, mais que la cellule animale n'a pas. Ah, juste avant. Donc, vous voyez ici, donc, facilement reconnaissable, la cellule végétale a une double membrane. Et donc, c'est une autre façon qu'on peut la reconnaître. Puis tantôt, j'avais été trop vite, là, mais je commençais à parler des chloroplastes, qui est le dernier organite que la cellule végétale a, et non pas la cellule animale. Les chloroplastes, ils servent à faire la photosynthèse des cellules végétales. Donc, on sait, les animaux ne font pas de photosynthèse. Petit rappel, la photosynthèse, ben, de un, c'est ce qui rend les plantes vertes.
Et c'est ce qui permet aux plantes aussi de produire leur propre énergie. Donc, on sait que nous, on a besoin de prendre notre énergie pour fonctionner, mais les plantes sont capables de produire leur énergie ou, si on veut, leur sucre elles-mêmes. Et ça va se faire dans les chloroplastes via la photosynthèse. Donc, les plantes vont prendre le dioxyde de carbone, l'énergie du soleil et de l'eau pour produire du sucre qu'elles vont se servir pour leur énergie. Et par la suite, elles vont rejeter de l'oxygène dans l'atmosphère qui vont être utiles aux cellules animales. On voit ici dans l'image, on les voit très très bien. Généralement, une plante, surtout les plantes plus vertes, vont avoir plusieurs chloroplastes à l'intérieur pour pouvoir produire le plus de sucre possible, tout en faisant le plus de photosynthèse possible. Donc voilà, c'était les fonctions de chacun des organites de la cellule, ainsi que les différences entre la cellule animale et la cellule végétale. Tous les êtres vivants sont constitués d'une ou de plusieurs cellules. En fait, la cellule, c'est l'unité élémentaire de structure des êtres vivants. Alors, malgré une grande diversité des types cellulaires, les cellules vont posséder, on va le voir, des caractéristiques structurales communes. Par exemple, elles vont toutes être limitées par une membrane plasmique au sein duquel on va avoir un volume qu'on va appeler le cytoplasme. Et au sein de ce cytoplasme, pour cette unité structurale, on retrouve une information génétique. Toute cellule possède une information génétique. Bon, là, ce sont les trois éléments communs à toutes les cellules qu'on appelle l'unité de structure. Alors, parmi les cellules du règne vivant, on va distinguer deux grands types de cellules suivant la présence ou l'absence d'organites. Alors, on appelle organite une structure ou un élément qu'on va trouver dans le cytoplasme et qui est lui-même limité par une membrane. Donc en fait, on va avoir un cytoplasme qu'on va dire compartimenté. Alors si par exemple dans cette cellule on ne trouve pas d'organite, on va avoir un type cellulaire qu'on va appeler prokaryote. Alors pro, ça veut dire avant, karyote fait référence au noyau. Si au contraire il y a la présence d'organites, on verra lesquelles, on va parler d'une cellule eukaryote, E pour vrai, karyote noyau. Alors, intéressons-nous tout d'abord au premier type de cellule qui est la cellule prokaryote. Donc on retrouve l'unité de structure de la cellule générale, c'est-à-dire la membrane, le cytoplasme et l'information génétique. Alors chez les cellules prokaryotes, on va trouver en plus une paroi qu'on va appeler une paroi de type bactérien, donc qui va former un cadre plus ou moins rigide autour de cette cellule. Et par contre, au sein du cytoplasme, on va bien sûr ne pas trouver d'organites. Par contre, on pourra trouver, mais ce n'est pas obligatoire, d'autres éléments, comme par exemple des flagelles, pour le déplacement, la mobilité de ces cellules. Alors parmi ces cellules prokaryotes, on peut citer les bactéries, les archées ou les archéobactéries. Et puis ce sont des cellules qui sont en général de très petite taille, qui font à peu près environ 1 micromètre ou quelques micromètres de longueur. Alors voilà quelques exemples de cellules prokaryotes, ici toutes bactériennes. Le deuxième grand type est la cellule eucaryote. La cellule eucaryote, comme par exemple une cellule animale, on retrouve donc les trois éléments de base de l'unité de structure, la membrane plasmique, au sein duquel on trouve un cytoplasme et de l'information génétique. On va trouver des organites comme par exemple un noyau, qui va permettre d'entourer l'information génétique. Et puis pour ne citer que lui, un autre organite, comme par exemple la mitochondrie, dont on verra la fonction un petit peu plus tard, qui se trouve au sein du cytoplasme. Donc on a là ici la structure générale de la cellule eucaryote avec deux exemples d'organites. Ces cellules eucaryotes sont des cellules qui sont de plus grande taille que les cellules prokaryotes. Elles peuvent faire quelques dizaines de micromètres de longueur. Et alors que les cellules prokaryotes appartiennent tous à des organismes unicellulaires, les cellules eucaryotes peuvent faire partie d'organismes unicellulaires,
mais également d'organismes pluricellulaires. Et tous les organismes pluricellulaires sont composés de cellules eucaryotes. Alors voilà quelques exemples de cellules eucaryotes, comme par exemple des cellules de levure, des paramécies, des cellules de foie, des cellules buccales, etc. Neurones, cellules sanguines. Alors, une petite particularité parmi les cellules eucaryotes, eh bien, ça va être la cellule eucaryote dite végétale. Alors, contrairement à la cellule eucaryote, on va dire de type animal, eh bien, la cellule eucaryote végétale va posséder des organites supplémentaires par rapport aux ceux que l'on vient de décrire, enfin des structures supplémentaires également. Alors, au niveau de ces organites supplémentaires, citons par exemple le chloroplaste, qui est un organite qui est de couleur verte et qui est donc composé de chlorophylle. Toutes les cellules eucaryotes végétales ne possèdent pas de chloroplaste, on va le voir. Par contre, toutes les cellules eucaryotes végétales possèdent une vacuole, qui est un espace au sein du cytoplasme, qui est composé, limité par une membrane et qui est très riche en eau, en certains solutés. Et toute cellule eucaryote végétale va être limitée par une paroi, mais une paroi qui n'est pas du même type que les parois bactériennes. Alors cette paroi va former un cadre rigide autour de la cellule. Ces cellules eucaryotes végétales sont des cellules qui sont de plutôt grande taille et qui sont en général bien plus grandes que les cellules eucaryotes animales que l'on a vues précédemment. Alors, une cellule eucaryote végétale n'est pas obligatoirement chlorophyllienne, c'est-à-dire elle ne possède pas forcément des chloroplastes, hein, toutes les parties d'un végétal ne sont pas vertes, et dans ce cas-là on aura tout simplement une cellule eucaryote végétale tout court. Alors voici un petit portrait de famille de quelques cellules végétales, chlorophylliennes, ici on reconnaît très bien les chloroplastes, la paroi assez épaisse, la membrane plasmique qui est collée contre la paroi. Et ici, donc difficile de distinguer le noyau, hein, les mitochondries, etc. Très certainement le cytoplasme ou la vacuole. D'autres cellules végétales, alors non chlorophylliennes ici, on ne reconnaît que le noyau. Une vacuole très très grande qui occupe ici quasiment tout le volume de la cellule. Chlorophyllien ici. Et des cellules végétales ici qui interviennent par exemple dans le transport de la sève. Alors si on fait le bilan, eh bien on a un schéma de base commun à toutes les cellules qui est composé d'une membrane plasmique avec un cytoplasme et de l'information génétique qu'on retrouve dans les trois types cellulaires. Et puis finalement on a des petites variantes avec la présence ou pas d'organites au sein de ce cytoplasme qui vont permettre de distinguer deux grands types de cellules, les cellules eucaryotes, de type entre guillemets animal et de type végétal chlorophyllienne par exemple ici. Et deuxième grand type, les cellules prokaryotes comme par exemple les bactéries. Alors, cette unité de structure entre toutes les cellules des êtres vivants va révéler un indice des liens de parenté. Et on suppose que toutes les cellules que l'on vient de décrire, tous les types cellulaires que l'on vient de décrire, eh bien, sont issus d'un type cellulaire ancestral, dont bien sûr on n'a plus aucune trace aujourd'hui. Et à partir de ce type cellulaire ancestral, eh bien, dérivent tous les types que l'on connaît. C'est-à-dire les cellules prokaryotes qui regroupent les bactéries et les archébactéries, et les cellules eucaryotes au sein desquelles on trouve le groupe des végétaux, le groupe des champignons et le groupe des cellules animales.